Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce pitch qui s'intitule 6 ressources ludiques pour s'approprier l'intelligence artificielle. Je vais te laisser introduire ce format du coup. Ouais, merci. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je vais tâcher d'être très bref. Le Conseil national du numérique, dont je fais partie, Gabriel, peut-être on s'est déjà vu sur le stand, bonjour, et a été chargé il y a quelques mois de structurer la démarche Café IA, qui est une démarche de mise en commun de ressources sur l'intelligence artificielle et d'organisation de temps d'échange, notamment ludique, partout en France, à destination de toutes et tous. Et on est très content d'être partenaire de ce pitch pour pouvoir mettre en lumière ces fameuses 6 ressources. Il y en existe beaucoup d'autres qu'on a pu découvrir, notamment tous ensemble durant ce NEC. Donc je vais m'arrêter là et je vais laisser commencer Latitude, il me semble, avec Margot. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Donc, je m'appelle Margot, je travaille chez Latitude. On est une association qui existe depuis 2017 et dans les très grandes lignes, on fait de la formation aux enjeux socio-environnementaux du numérique et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous présenter la bataille de l'IA. Donc, la bataille de l'IA, c'est un jeu de cartes qu'on a créé en juillet 2023, qu'on a co-créé avec une autre structure qui s'appelle Data for Good. C'est un jeu de cartes collaboratif avec pour objectif de venir questionner et exercer son sens critique par rapport aux IA génératives et découvrir quels sont les impacts sociaux, environnementaux de ces outils numériques. Les 2 grands objectifs, le premier c'est de venir un peu démythifier qu'est-ce que l'IA générative, et le deuxième, comme je vous le disais, un jeu de cartes collaboratif. C'est un jeu qui se joue entre 20 et 30 personnes. Et vous verrez à la fin que c'est possible pour vous d'y participer et de vous y former si jamais vous souhaitez l'animer de votre côté aussi. Donc c'est un jeu de cartes en 3 temps. On a un premier temps dans lequel on va venir... donc c'est sous un format de frise chronologique. Je ne sais pas si certaines connaissent le jeu Timeline. L'objectif, c'est de venir replacer les grands jalons historiques de l'introduction des intelligences artificielles dans nos quotidiens. Se rendre compte que c'est un phénomène qui est finalement pas si récent. On en a parlé beaucoup avec l'explosion de ChatGPT, mais ça remonte à bien plus tôt. Et pouvoir identifier aussi comment est-ce que les premiers dilemmes éthiques ont commencé à être traités sur ces différents sujets. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie de l'atelier, les participantes sont en petits sous-groupes. Et on va avoir des thématiques de discussion. Donc elles sont au nombre de 5. La manière dont ça se présente à chaque fois, vous avez là à l'écran, vous allez avoir une carte avec un visuel, avec une question, et vous allez pouvoir venir en débattre dans vos sous-groupes. Les thématiques qu'on essaye de traiter, la première, c'est évidemment la question de la fiabilité de l'information qui est délivrée par les IA génératives. La deuxième thématique, c'est la question des biais algorithmiques, notamment dans les jeux de données utilisés au moment de l'entraînement des IA. La troisième thématique qu'on vient traiter, c'est la question de l'impact environnemental. Donc à la fois dans la phase d'entraînement des IA génératives, mais aussi dans la phase d'inférence, donc d'usage. Quatrième thématique qu'on vient traiter, c'est la question de l'impact sociétal. Finalement, quel impact ça va pouvoir avoir sur les métiers? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont évoluer? Sur l'usage, par exemple, en entreprise, à l'école, en collectivité? Et la dernière thématique qu'on traite, c'est la question de la créativité. Et on vient notamment s'intéresser aux questions de droit d'auteur dans la conception audio-visuelle quand on va utiliser une intelligence artificielle générative. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'atelier. Et troisième partie, c'est une partie prospective. Là, on vous met face à des scénarios prospectifs d'utilisation d'IA générative dans un cadre donné. Vous êtes toujours en groupe de 5 à 6 et vous allez devoir vous mettre d'accord quant à l'usage d'une IA générative dans un cadre très spécifique. Pour vous donner un exemple, alors ce sont des exemples fictifs. On avait par exemple l'Assemblée nationale propose de réécrire un certain nombre de textes de loi sur des sujets spécifiques en utilisant une IA générative. Vous allez devoir débattre sur la possibilité ou non d'utiliser une IA générative. Une personne va représenter un décideur, une décideuse politique, une personne va représenter un ou une data scientist. Et l'objectif, voilà, c'est d'identifier quelles sont les opportunités d'usage d'une IA générative et quelles sont aussi les potentielles dérives de pouvoir commencer à les anticiper. Et à la fin, vous allez présenter à votre groupe le choix que vous aurez fait. Là, je vous ai donné un cadre assez générique. En fonction de l'endroit où vous intervenez, on va avoir des scénarios prospectifs qui vont plutôt être en lien avec vos métiers. Donc si c'est dans une entreprise, ça va être plutôt en lien avec vos thématiques métiers. Si c'est dans une collectivité, ça va plutôt être en lien avec le métier au quotidien des agents et agentes publics. Maintenant, ce jeu de cartes, comment est-ce que vous pouvez le déployer? Il y a deux options.
Nous, Latitude, au sein de l'association, on peut intervenir pour venir mettre en place l'atelier. Ça peut être en distanciel, ça peut être en présentiel. Et on peut aussi personnaliser les scénarios, comme je vous le disais tout à l'heure. L'autre option, et celle que je vous invite le plus à faire, c'est que vous pouvez vous former vous aussi à l'animation. Aujourd'hui, on a plus de 250 personnes qui sont formées à l'animation, qui interviennent dans un public scolaire, donc dans l'enseignement supérieur par exemple, dans des collectivités, dans des entreprises. Et la formation se fait en ligne sur environ une quinzaine d'heures. Et ensuite, vous pouvez déployer, vous, l'atelier en toute autonomie. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur notre site qui est batailledelia.org. Et quelques chiffres pour terminer. On a un peu plus de 3500 personnes qui ont participé à l'atelier aujourd'hui et 130 organisations partout en France, puisqu'on est une association à l'échelle nationale. Et puis un petit chiffre sur l'avis des participants et participantes. Comme vous voyez, on a presque 90% des participants-participantes qui déclarent avoir une meilleure compréhension des enjeux socio-environnementaux autour des IA génératives après avoir participé à l'atelier. Et un dernier petit clin d'œil pour la route. Alors évidemment, on fait une mesure d'impact de nos différents ateliers. On avait reçu ce chouette commentaire que je voulais partager avec vous sur la participation à cet atelier à l'Université de Montpellier. Donc je vous le disais, l'atelier c'est pour environ 20-30 personnes. Évidemment, vous pouvez déployer plusieurs ateliers en même temps si jamais vous avez des plus grandes cohortes. Et dernière chose, si vous voulez tester l'atelier, à nouveau, c'est sur notre site. On fait des sessions de tests en ligne tous les mois. Donc, vous pouvez y participer gratuitement pour voir un peu ce que donne l'atelier. Est-ce que vous aimeriez le déployer, vous, de votre côté? Et voilà, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez qu'on mette en place un atelier au sein de votre structure, n'hésitez pas à scanner le QR code. Je vous ai aussi mis le lien directement. Et si jamais vous voulez échanger, de toute façon, je resterai à la fin. Donc mon prénom, c'est Margot. Et Margot Levizel, n'hésitez pas à m'ajouter aussi sur LinkedIn pour qu'on puisse échanger ensuite. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Louis Manotte. Je suis designer pédagogique au sein de l'association Fréquence École. Donc, nous, on est une association d'éducation aux médias numériques et on développe beaucoup de ressources pédagogiques justement autour des thématiques du numérique. Et ce que je vais vous présenter, c'est le kit IA et émotion. Donc, c'est un kit d'activités pour comprendre l'influence d'un jeu de données dans l'entraînement d'une IA. C'est un kit à destination des enfants à partir de 8 ans. C'est un petit kit sur lequel, évidemment, il n'y a pas d'écran. C'est un petit kit fabricable facilement. Alors, tout d'abord, les objectifs pédagogiques du kit. Donc, ce qu'on va chercher à développer chez les enfants, c'est être capable de définir ce qu'est l'intelligence artificielle, comprendre le fonctionnement de l'apprentissage supervisé, et identifier l'influence d'un jeu de données dans l'entraînement d'un outil basé sur l'intelligence artificielle. Et pour ça, ça va être un kit qui va se dérouler en 3 petites activités pour les jeunes publics à partir de 8 ans. La première activité, elle s'appelle l'IA autour de moi. C'est une activité pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on qualifie comme étant l'intelligence artificielle, et c'est être capable de reconnaître les cas d'utilisation de l'IA dans le quotidien, parce que justement de l'IA, il y en a actuellement à beaucoup d'endroits dans notre quotidien. Ça peut être justement dans les chatbots, dans les voitures autonomes, dans les algorithmes de recommandation. Il y a vraiment plein de formes d'intelligence artificielle qui sont très différentes et la définition de l'intelligence artificielle est très large. Et du coup, là, l'idée avec les enfants, ça va être d'essayer de reconnaître dans ces situations quelles sont les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont utilisées, donc par exemple de la création de texte ou de la reconnaissance de visage. Et du coup, c'est un petit kit avec des petits blocs de papier. Et l'idée, c'est de venir replacer sur les fiches quelles sont les fonctionnalités associées à chaque situation. Cette petite activité, elle se conclut par une dernière fiche sur laquelle c'est l'humain, en fait. Qu'est-ce qu'il est capable de faire parmi ces fonctionnalités d'intelligence artificielle ? Et justement, le plot twist un peu, c'est que justement, l'humain est capable de tout faire comme l'intelligence artificielle. C'est juste que c'est des modèles qui sont hyper spécialisés dans des tâches spécifiques. Mais c'est là la définition de l'intelligence artificielle, c'est qu'on cherche à reproduire des comportements qui sont de base attribués seulement aux humains. Et du coup, voilà, ça c'est cette première activité qui permet de faire une petite introduction sur l'intelligence artificielle autour de nous. Et ensuite, on va essayer d'appliquer ça à un cas qui est celui des émotions. Donc là, c'est des smileys qui sont utilisés pour imager les émotions.
Pourquoi travailler sur la thématique des émotions? Parce que justement, c'est difficile de se dire qu'une intelligence artificielle peut être capable d'interagir avec des émotions d'humains. Et du coup, on va essayer de comprendre avec les enfants, par exemple, comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut interagir avec des émotions. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir des petites cartes recto-verso, comme ça, et de venir, c'est les enfants qui vont venir les classer dans des catégories, donc des catégories en fonction des émotions, la tristesse, la joie, la peur, la colère. Et ensuite, en retournant ces cartes, il y aura des suites de chiffres, donc 0 et 1, qui sont là pour imager le fait que justement l'intelligence artificielle elle va traiter ces images comme de la donnée. Et en fait, les enfants vont devoir essayer de chercher des patterns visuels dans ces données pour justement identifier telle carte va avec telle carte. Et en fait, ça va un peu reproduire finalement la question de l'apprentissage supervisé, donc sur l'entraînement des données et ensuite sur la reconnaissance, l'association de ces nouvelles données. Et du coup, dans la troisième activité, elle va reprendre exactement ce principe, donc le principe de l'activité précédente avec les petites cartes smiley, les 0 et les 1, et on va un petit peu revenir faire le même processus, une fois qu'il est déjà un petit peu acquis par les enfants, et sauf que cette fois, en fait, on va glisser des cartes qui ne sont pas du tout des cartes émotions, et justement, les enfants vont devoir quand même les classer parce qu'ils jouent le rôle de l'intelligence artificielle. Et justement, ça va nous permettre de parler de comment les intelligences artificielles sont parfois justement obligées. Si on leur dit de classer une image, de reconnaître une image, elles vont chercher à la reconnaître, mais s'il n'y a pas la base de données d'entraînement qui correspond à cette image, et ben justement, ça va donner des résultats qui sont erronés. Et du coup, cette activité, elle va nous permettre de parler de ça en effectuant un petit jeu de rôle où c'est par deux. Les enfants, il y en aura un qui va jouer l'humain, un qui va jouer l'IA, et ils vont se distribuer les données, des tâches à faire, et reproduire cette mécanique de l'apprentissage supervisé. Donc ce kit, comme j'ai dit tout à l'heure, il est fait pour être réplicable facilement. C'est un kit vraiment composé de feuilles A4 à découper au ciseau, donc vraiment hyper facile à mettre en place. Et il n'est pas disponible actuellement, mais la semaine prochaine, oui, sur notre site de ressources qui s'appelle laressourcerie.cool. Et du coup, sur ce site, c'est là qu'on met à disposition toutes nos ressources, nos ressources à nous, l'association Fréquence École. Donc c'est énormément de ressources sur plein de thématiques du numérique. Ça va être les algorithmes, ça va être les données, ça va être l'IA, ça va être les médias, les réseaux sociaux. Enfin, vous pouvez trouver plein de ressources sur ce site, accessibles gratuitement et fabricables gratuitement. Merci à tous. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Léo Briand et je suis le fondateur de VitaScience que je vais vous présenter, et notamment l'initiative qu'on a lancée il y a déjà 2 ans sur l'intelligence artificielle. Donc juste pour revenir à la jeunesse du projet très rapidement, c'est un projet que j'ai démarré dans le cadre d'études d'école d'ingénieurs il y a déjà 6 ans et qui a beaucoup évolué, notamment avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale via le dispositif EduUp qui permet de soutenir des innovations dans le numérique. Et donc aujourd'hui, VitaScience, c'est une équipe de 15 personnes qui a développé beaucoup d'interfaces, notamment pour apprendre le codage, qui est une discipline obligatoire pour tous les élèves depuis quelques années. Donc tous les élèves apprennent à coder. Et donc on va faire un point sur l'IA juste après. Aujourd'hui, VitaScience propose donc des outils sur le codage et l'IA. On a 300 000 utilisateurs annuels, principalement sur le service de codage, mais de plus en plus également pour enseigner l'intelligence artificielle. Et donc c'est un service en ligne collaboratif que je vais vous présenter. Donc juste pour faire un tout petit point en introduction sur les programmes scolaires. Aujourd'hui, il y a très peu d'intelligence artificielle qui est explicitement mentionnée dans les programmes scolaires de primaire, collège ou lycée. Il y en a un tout petit peu en technologie depuis la rentrée de septembre, là, depuis ce mois-ci, puisqu'il y a eu une réforme de cette discipline-là cette année. Et un tout petit peu également en enseignement scientifique de terminale. Ça, c'est pour le tronc commun. Et puis après, il y en a un petit peu aussi dans les options type sciences de l'ingénieur ou NSI, mais qui sont des options et qui sont réservées à un très faible nombre d'élèves par rapport au tronc commun. Donc en fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est relativement... Enfin, il n'y a pas vraiment d'IA dans les programmes scolaires nationaux français. Mais étant donné qu'il y a une vague technologique immense qui
qui est devant nous, je pense qu'on peut tous dans cette salle parier sur le fait qu'il y aura plus d'IA enseignées aux élèves dès le primaire, le collège et le lycée. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que ça va être enseigné. Est-ce que c'est plutôt les aspects techniques, éthiques, environnementaux? Voilà, tout ça, c'est plus un débat sociétal qu'on doit avoir. Mais nous, du coup, avec VitaScience, ce qu'on propose, c'est des outils pour faire manipuler aux élèves des IA dans un contexte sécurisé et très simple à prendre en main. Puisqu'aujourd'hui, en fait, quand on veut utiliser une IA, on va devoir passer par un service qui le plus souvent demande un login, un mot de passe, qui est parfois payant, qui va parfois avoir des gros problèmes de RGPD et parfois aussi des risques de sécurité, en fait, puisqu'on ne peut pas mettre les élèves face à tous les services qui sont proposés aujourd'hui sur le net en IA. Ce serait vraiment catastrophique. Donc, ce qu'on propose avec VitaScience, en réalité, c'est des outils numériques. Donc, contrairement à mes deux prédécesseurs, nous, on est plutôt en ligne. Il faut donc un ordinateur pour utiliser ou une tablette ou un téléphone. Et donc aujourd'hui, on a développé 5 outils qui permettent vraiment de s'initier à l'IA de façon très simple dans un contexte de classe. Donc je vais vous présenter très rapidement les 5. Malheureusement, je ne pourrai pas faire de démo live vu que la connexion Internet n'est pas incroyable ici. Mais je vais quand même montrer les screenshots et vous pourrez, je pense, essayer puisque tout est gratuit en fait sur le site directement. Donc très rapidement, en fait, on a mis en place 2 systèmes d'IA générative pour découvrir qu'est-ce que c'est une IA générative de texte et qu'est-ce que c'est une IA générative d'image. Et puis 3 sur la détection qu'on va pouvoir entraîner soi-même, donc sur la détection d'images, de son ou de posture. Donc pour détailler un tout petit peu ces différents éléments, la plus utilisée à ce jour, qui est aussi la plus ancienne, c'est une interface qui permet de comprendre comment fonctionne un classifieur d'IA par image. C'est quelque chose qui est déjà massivement utilisé, donc par exemple tout ce qui est reconnaissance faciale, détection d'objets dans les centres de tri sélectif ou autres, et même les balances à Monoprix par exemple qui détectent vos fruits et légumes pour pas que vous ayez à scroller 5 pages pour trouver la bonne variété de bananes que vous avez achetées. Tout ça, c'est des systèmes qui sont déjà massivement déployés dans la vie quotidienne et que les élèves vont pouvoir découvrir. Donc la façon dont il faut procéder, c'est que les élèves vont pouvoir créer des catégories. Donc là, on voit qu'un élève a créé des catégories qui correspondent à des couleurs et ensuite insérer des images prises par l'élève ou alors récupérées d'une banque d'images. Et ensuite, en simplement 10 secondes, on arrive à obtenir une intelligence artificielle personnalisée sur les catégories et les images fournies par l'élève. Et donc ça permet d'ouvrir vraiment énormément de cas d'usage. Donc le plus courant, c'est le tri sélectif, mais il y en a qui s'entraînent aussi à reconnaître des animaux, des plantes, voilà, des objets en tout genre. Et ça, c'est quelque chose qui rencontre un grand succès pour découvrir l'IA et qui permet d'introduire en fait à plein de choses au-delà de l'aspect technique de comment fonctionne une IA. On arrive en fait à faire comprendre aux élèves la notion de biais. Puisqu'en fait, il suffit de mettre des images, par exemple, d'hommes avec des cheveux courts et de femmes avec des cheveux longs, et votre IA, du coup, reconnaîtra les femmes aux cheveux courts comme des hommes, automatiquement. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut très facilement mettre en œuvre à l'échelle d'une classe, sur une séance d'une demi-heure, 1 heure, grâce à ce genre d'outils, et de montrer donc qu'est-ce que c'est un biais en pratique. Maintenant, on en a un autre qui est relativement équivalent sur le son. Donc cette fois-ci, au lieu de mettre des extraits qui sont des images, on va mettre des extraits sonores en entrée. Donc là, par exemple, c'était pour reconnaître si on dit hola ou manzana, mais on peut dire un peu ce qu'on veut, et on peut reconnaître aussi des bruits qui ne sont pas des voix humaines. Mais ça permet de s'initier finalement à une IA qu'on va entraîner soi-même. Voilà. Et donc, je pense pour la plupart des gens qui utilisent ce service, c'est la première fois que, certains, c'est la première fois qu'ils utilisent une IA. Mais maintenant, la plupart ont déjà utilisé ChatGPT pour faire leurs devoirs ou autre. Et la plupart, en tout cas, c'est la première fois qu'ils entraînent une IA. Parce qu'aujourd'hui, les IA, on les utilise, mais il y a peu de gens qui les entraînent, à part ceux qui sont bien sûr spécialistes. Et là, c'est vraiment une opportunité, d'ailleurs, je vous invite à essayer, d'entraîner une IA en moins de 2 minutes, simplement en prenant quelques images et en lançant un entraînement qui dure littéralement 10 secondes. Ce qui n'est pas possible, bien sûr, pour des IA plus compliquées. Puis enfin, on en a un troisième qui détecte les postures. Donc par exemple des signes de main ou de corps, et qui permet de détecter des danses par exemple, ce que les élèves aiment bien faire, ou des postures pour l'éducation physique et sportive. Donc voilà, les trois sont relativement similaires. En fait, à chaque fois, on va déterminer les données d'entrée, et puis on va pouvoir ajuster notre propre IA. On a lancé 2 autres plus récemment. Donc il y en a une sur la génération d'images. Donc là, cette fois-ci, on ne va pas réentraîner le modèle parce que ce serait beaucoup trop lourd. Il faudrait des millions d'images et ça ne passe pas dans un navigateur. Et donc du coup, on utilise un modèle qui s'appelle Stable Diffusion, qui est open source et très connu. Et du coup, enfin pas open source, du coup open weight justement. On verra la distinction dans la présentation suivante. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir montrer une image. Donc là, par exemple, c'était une forêt luxuriante avec une cabane en bois et une rivière style réaliste. Donc le rendu est plutôt convaincant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va montrer les étapes de la génération
Donc là, pareil, si vous ne savez pas comment fonctionne une génération d'images, c'est l'occasion de découvrir ça avec une petite vidéo qui accompagne le système. Et donc on voit qu'on part d'un flou, enfin d'un bruit aléatoire, et qu'on va petit à petit débruiter l'image pour arriver jusqu'au résultat. Donc c'est vrai que pareil pour les élèves, la plupart, certains ont déjà généré des images, on va dire, dans un contexte plus pour s'amuser souvent. Et là, l'idée, c'est qu'on va leur montrer comment est-ce qu'on peut la générer. Et puis, ce qu'on est en train de rajouter, qu'on n'a pas encore mis, c'est tout l'aspect coût environnemental pour les sensibiliser au fait que chaque image qu'ils génèrent en fait, consomme de l'énergie et essayer de quantifier ça et de le corréler à des choses qu'eux utilisent vraiment, quoi. Parce que les mégawattheures, pour les élèves, ça ne parle pas forcément beaucoup, comme ils ne payent pas la facture d'électricité le plus souvent. Enfin, le dernier qu'on a déployé, c'est la génération de texte. Et je voulais le mettre en dernier justement pour faire la transition avec le projet suivant. Donc la génération de texte, c'est de loin le cas d'usage de l'IA le plus connu des élèves aujourd'hui avec ChatGPT qui a déferlé il y a déjà 2 ans quasiment. Et donc ce qu'on propose en fait, c'est un système dans lequel on a référencé plusieurs systèmes d'IA. Donc il y a Mistral, ChatGPT, Llama aussi, enfin plusieurs modèles d'IA qui sont ouverts ou non, payants ou non. Et en fait, on les met tous à disposition donc via ce service-là, gratuitement. Et en fait, les modèles basiques sont gratuits et les modèles avancés sont payants. C'est ça notre modèle qui permet de maintenir la gratuité pour tout le monde. Et en fait, on fournit une interface qui permet de comprendre un petit peu le fonctionnement, notamment en mettant en surbrillance les mots avec le taux de probabilité qui correspondent aux mots. Alors, je ne vais pas avoir le temps dans les 2 minutes qui me restent d'aller dans le détail du fonctionnement d'une IA générative de texte, mais ça permet en fait, en cliquant sur les mots, de comprendre la notion de probabilité et notamment de mettre en avant le concept d'hallucination. Donc, on parlait de biais tout à l'heure dans l'IA générative, dans l'IA de détection d'images, et là, on va pouvoir vraiment mettre en avant la notion d'hallucination et s'amuser à avoir un LLM qui raconte n'importe quoi et comprendre pourquoi est-ce qu'il raconte n'importe quoi. Et donc, c'est vraiment ce genre d'outil qu'on veut mettre dans la main des élèves pour leur faire toucher du doigt les limites, puisque je peux vous garantir qu'un élève de 14-15 ans, même 11-12 ans, qui ne maîtrise pas forcément hyper bien la langue française, qui va poser une question et qui va avoir une réponse hyper bien structurée, hyper bien écrite d'une IA type ChatGPT, va prendre ça assez régulièrement comme quelque chose de vrai et ne va pas forcément remettre en cause, puisque le niveau de langue va faire en sorte que l'élève croit à l'IA en quelque sorte. Donc nous, notre objectif avec VitaScience, c'est pas de faire l'IA la plus performante du monde, mais plutôt de mettre en avant des cas d'usage simples, utilisables en classe, sécurisés et RGPD. Et justement, le projet suivant va mettre en avant une IA qui répond à tout un ensemble de problématiques sur le texte. Mais je ne fais pas plus de spoiler. Et donc en 2024, sur ce service donc, sur ces 5 services dédiés à l'IA, on a eu 40 000 visiteurs uniques. Donc on voit de loin le premier, c'est l'entraînement sur les images pour reconnaître des images. Ensuite, la génération de texte, génération d'images, et puis en dessous, le son et les postures. Et pour la génération d'images, qui est le plus récent, qu'on a lancé en juillet 2024, on a déjà eu 15 000 images générées en à peine 2 mois, sachant que pendant l'été, ce n'était pas très actif, forcément, tout le monde était en vacances. Donc voilà, c'est assez prometteur, et on espère que ce service répond à un besoin large dans l'éducation nationale. C'est tout pour moi, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bastien Mas, moi je suis délégué général de l'association ClassCode. Donc ClassCode, c'est une association collégiale qui produit des ressources éducatives libres, plutôt à destination des enseignants, des animateurs, des médiateurs scientifiques, sur l'apprentissage du code, de la pensée informatique et de la culture numérique. Et donc pour ma part, bonjour, je suis Michel-Marie Maudet, je suis directeur général d'un éditeur de logiciels open source qui s'appelle l'Inagora. Et en juin 2023, on a lancé une communauté qui s'appelle OpenLLM France, qui a vocation à développer des communs numériques dans le domaine de l'IA générative. Donc on va peut-être avoir c'est un commun numérique, c'est peut-être la ressource la moins fun et ludique, puisque c'était la thématique annoncée, ou plutôt qui va être liée à votre capacité d'utilisation et d'interprétation de cette ressource. On voulait faire un petit point sur ce projet, qui est une brique un peu importante, qui n'existe pas encore aujourd'hui et qui est vraiment déterminante justement pour ce que disait Léo, pour la formation ou la médiation pour les élèves, pour les enseignants. C'est d'avoir un modèle ouvert et notamment dédié à l'éducation. Donc c'est l'enjeu d'OpenLLM France, c'est la construction d'un modèle fondation, donc from scratch, de rien, de créer un modèle dédié à l'éducation,
donc qui soit aussi performant en langue française et qui puisse être mis à disposition du coup des EdTech ou des enseignants ou des élèves pour des cas de médiation scientifique ou d'utilisation dans des fonctionnements comme le proposent les EdTech. Donc l'enjeu de ce modèle, c'est de pouvoir faire de l'entraînement qui soit ouvert à la fois dans les poids, donc ça, je laisserai Michel-Marie vous revenir un petit peu là-dessus, mais il y a les deux critères, c'est vraiment les poids qui sont ouverts, donc on va dire le fonctionnement un peu du modèle accessible, et puis les données d'entraînement, c'est un peu l'enjeu. Voilà, on voit que c'est les données qui sont utilisées qui peuvent créer des biais. Si on n'est pas en mesure d'interroger le contenu de ces données d'entraînement, on ne peut pas vérifier s'il y a des biais dedans, on ne peut pas vérifier s'il y a des informations fausses, on ne peut pas vérifier s'il y a des informations qui sont surreprésentées ou sous-représentées. Donc c'est tout l'enjeu, justement, d'avoir un modèle qui ouvre la totalité de ça, à la fois son fonctionnement et à la fois les données qu'il a utilisées. Donc l'objectif d'OpenLM, c'est de mettre à dispo ce modèle, donc un modèle dédié à l'éducation, qui puisse être suffisamment petit aussi pour éventuellement être utilisé en local, donc sur une machine, on va dire, accessible, qui pourrait être une machine d'un particulier ou qu'on pourrait trouver dans une classe ou une école. Qui puisse répondre à certaines fonctionnalités, donc notamment le RAG. Là, je ne vais pas rentrer dedans aussi, mais l'idée du RAG, c'est de soumettre des documents de référence à des requêtes. Donc pas juste d'avoir une IA Oracle à qui on pose des questions et qui nous répond de manière générale, mais de dire, voilà, moi je suis enseignant, je veux faire un QCM ou une explication de texte sur ce document-là, avec ce référentiel de correction, avec ces contenus pédagogiques spécifiques, et que le modèle génère une réponse en prenant en compte en priorité ces informations. Donc c'est vraiment ce qu'on veut utiliser en éducation, en recherche. Ce type d'architecture-là où on soumet de l'information, c'est ce qu'on veut pousser. Donc on veut mettre ça à disposition pour ce modèle. Et c'est un outil qui a pour vocation à être mis à disposition au EdTech, donc qui aujourd'hui utilise les modèles qui sont sur le marché, qui sont à disposition, qui peuvent être du Mistral pour les parties françaises ou du ChatGPT et OpenAI. Et ce qu'on veut, c'est fournir une alternative qui puisse permettre qu'ils utilisent une brique d'un modèle qui soit souverain, français, documenté et réellement ouvert en poids et en données, et du coup aussi respectueux des consignes ou des exigences RGPD qu'on peut avoir, notamment pour les élèves mineurs en termes d'accès. Alors donc pourquoi réentraîner un modèle alors qu'il en existe tant que ça ? En fait, ça a été dit juste avant, c'est qu'une grosse partie de la qualité ou les performances d'un modèle en fait, sont liées au dataset, donc au jeu de données d'entraînement. Et actuellement, tous les modèles que vous pratiquez, vous ne connaissez pas en fait, les données qui ont été utilisées pour l'entraînement. D'où, en fait, je vous conseille vraiment l'utilisation de VitaScience, puisqu'on le voit très très vite, ou souvent dans les conférences de vulgarisation, je prends toujours l'expérience Dessine-moi une maison avec ChatGPT, et je vous mets au défi de lui faire réussir à dessiner ou à produire une maison qui ressemble à un habitat en fait, qu'on pourrait trouver en Europe ou en France. C'est normal, il n'a pas vu en fait, ces données en fait, lors de l'entraînement. Et donc quand on s'intéresse au monde de l'éducation, qui est quand même un sujet sensible, je pense que c'est plus rassurant d'être sur une boîte totalement ouverte que en fait, d'utiliser une brique dont on ne maîtrise pas forcément en fait, les composants et comment elle a été entraînée. Donc c'est l'objectif de ce projet, c'est de construire un modèle, ce qu'on appelle réellement open source. Alors pourquoi on met réellement ? Puisque globalement aujourd'hui il y a un peu d'open source washing, tout le monde se définit open source, c'est bien, c'est ouvert, ça ressemble à un commun numérique. Mais nous en fait on rajoute à la définition de ce qu'on appelle un modèle open source, ça veut dire que les données d'entraînement seront librement disponibles, librement en fait, auditables. Et on pense que pour la communauté en fait, des EdTech, des enseignants et tous ceux qui s'intéressent finalement à ces sujets, c'est extrêmement important de connaître finalement comment a été entraîné le modèle. Donc Lucie, puisque c'est son nom, ce modèle, donc aujourd'hui il est en cours d'entraînement. Donc sa licence, en fait, ça sera une licence Apache V2. Donc en fait, ça veut dire qu'elle sera non restrictive, elle sera utilisable gratuitement. Et vous aurez en fait accès à l'ensemble des 3 trillions de data qu'on est en train aujourd'hui de montrer à ce modèle. Donc les données, elles viennent de plusieurs sources. On a essayé de faire en fait un choix ultra qualitatif, puisque l'objectif aussi académique derrière ce projet, c'est aussi d'apporter une démonstration qui n'a jamais été faite pour l'instant au niveau mondial,
de dire que la qualité de la donnée d'entraînement est plus importante que la quantité. Et cette information elle est extrêmement importante, puisque moins de quantité de données en fait, d'apprentissage, ça veut dire des modèles plus compacts qu'on va pouvoir en fait, utiliser effectivement sur des infrastructures plus légères, moins coûteuses, voire le déployer en fait, sur des infrastructures voilà, comme sur un téléphone. Voilà. Donc c'est pour ça, en fait, parce que souvent on a la question de dire mais pourquoi on réentraîne un modèle, ça coûte cher, ça a un impact sur l'environnement. Donc on construit en fait une boîte blanche. Donc et ça, on pense que à la fois pour la communauté scientifique et académique, et aussi pour les utilisateurs que vous êtes, c'est extrêmement important d'avoir cette boîte blanche. Alors, ça a été dit, hein, donc cette communauté, elle est ouverte, c'est une communauté open source. L'objectif, c'est de développer en fait un commun. Donc tout le monde peut participer. Donc là, le premier QR code, vous allez en avoir deux. Donc celui-ci, vous pouvez prendre la photo. Ça, c'est pour rejoindre notre serveur Discord, qui est le lieu de rassemblement de cette communauté. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 membres qui collaborent en fait au quotidien. Et donc globalement, si vous êtes curieux, que vous vous intéressez, une fois que vous avez en fait effectivement utilisé les kits qui ont été présentés avant et VitaScience, bah, vous pouvez en fait venir regarder, savoir ce qui se passe et comment en fait aujourd'hui quels sont les enjeux autour d'une IA en fait réellement open source. L'autre aspect, c'est d'où ici notre intervention, c'est aussi d'être confronté finalement aux besoins du terrain et donc aussi d'être en contact des enseignants, des gens en fait qui travaillent dans les tech. Donc si vous êtes parmi ces personnes, n'hésitez pas en fait à venir nous voir et à vous enregistrer et à nous poser la question, puisque globalement en fait là aujourd'hui le modèle est en cours d'entraînement, mais on va être obligé de l'évaluer, puis on va essayer après de le spécialiser pour des cas d'usage. Donc c'est vous qui savez mieux que nous. Finalement, en fait, quelles sont les pratiques. Donc, venez, en fait, parce que vous avez la capacité à influencer nos travaux. Et pour certains des développeurs au sein de Tech ou des développeurs au sein de la communauté enseignante, qui très certainement aujourd'hui avaient développé des choses très, très, très intéressantes, mais qui s'appuient sur OpenAI, qui s'appuient sur d'autres modèles non complètement ouverts, bah, venez nous voir parce qu'en fait, on va vous donner aussi la possibilité de tester un petit peu en avant-première en fait, notre modèle et de porter, en fait, vous aider à porter vos solutions en fait, sur ce modèle. Pour effectivement les tech qui voudraient tester, puisqu'on est en train d'identifier les structures qui souhaiteraient participer, travailler avec nous, on mettra le modèle aussi sur VitaScience, on l'ajoutera à la collection pour qu'il soit accessible au grand public et notamment pour des objectifs de médiation scientifique. Et donc voilà, ce second QR code, c'est le lien vers le prochain webinaire qu'on organise, dont l'objectif est justement de vous présenter un peu plus en détail, parce que là on vous donne les grandes lignes du projet, mais on aimerait bien vous en dire un petit peu plus sur l'architecture, sur nos exigences justement, sur les données d'entraînement, sur les versions qui existeront aussi, parce qu'on a besoin aussi d'identifier vraiment les partenaires et de travailler avec eux, puisque le benchmarking ou l'évaluation, ça ne se fait pas tout seul. On sait qu'on va devoir faire des versions et travailler vraiment de manière en proximité avec ces structures-là pour évaluer notre modèle. Donc voilà, ce temps, c'est un temps ouvert pour les curieux, pour les structures, pour les institutions, pour comprendre un petit peu mieux notre démarche, qu'on puisse aussi échanger sur les exigences qu'on a pour ceux à qui on donnerait accès à l'API pour tester justement ce modèle. Et puis vous donner un petit peu aussi les éléments d'avancement et de version qu'on souhaite proposer d'ici la fin de l'année. Normalement, on aura fini l'entraînement, donc ça vous permettra aussi d'avoir en fait un petit peu en avant-première où est-ce qu'on en est en fait sur les benchmarks en fait d'évaluation. Et puis en fait, ça c'est à peu près à mi-chemin en fait entre NEC et Educatech. Donc notre objectif, c'est peut-être aussi d'organiser lors d'Educatech des ateliers cette fois-ci en fait en real life, hein, donc dans la vraie vie, pour les gens qui seraient intéressés. Donc là, pour le coup, je pense qu'à Educatech, on aura le modèle et donc de pouvoir en fait vous le mettre entre les mains et puis d'expérimenter. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci. Ok, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Nina Gasking et je vais vous parler de la Miam, une machine intelligente ou peut-être un peu idiote aussi qui apprend le morpion. Alors, la Miam, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit bijou de technologie qui est constitué de 304 boîtes d'allumettes et beaucoup de billes. Donc, il n'y a aucun écran, pas d'électronique, pas d'ordinateur, rien du tout. C'est vraiment juste des boîtes et des billes.
Et comme son nom l'indique, c'est une machine qui est capable d'apprendre à jouer au morpion. Du coup, c'est une activité qu'on propose où les gens vont pouvoir jouer avec la machine pour lui faire apprendre. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, la Miam ? J'ai pas pu l'emmener, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. L'idée, c'est que c'est une machine avec laquelle on peut jouer. Donc, c'est une machine qui va toujours commencer la partie de morpion. Et on va toujours commencer de la même façon. On va ouvrir la boîte que vous voyez là, tout en haut à gauche, sur laquelle il y a une grille de morpion où il n'y a ni croix ni rond, puisqu'on n'a pas encore joué. On vient ouvrir la boîte et on pioche au hasard une bille. Et en fonction de la couleur de la bille, on sait quel coup notre machine elle joue. Donc imaginons qu'on a pioché une bille bleue, et on voit que le bleu il est en haut à gauche, et ben on va venir mettre une croix en haut à gauche, comme là. Alors en fait, s'il n'y a que 3 couleurs, c'est parce que fondamentalement, quand on commence une partie de morpion, on n'a que 3 coups possibles. Donc là, la machine, elle joue, elle met sa croix, et ensuite, elle va jouer contre un adversaire humain qui peut prendre des décisions sans ouvrir des boîtes. Et cette personne choisit ce qu'il ou elle a envie de faire. Et peut-être cette personne va choisir, par exemple, de mettre un rond au milieu, parce qu'on sait tous que c'est bien de faire ça au morpion. Et du coup, en faisant ça, on crée une nouvelle situation de jeu, une nouvelle configuration. Et donc, cette configuration, elle va correspondre à une autre boîte. D'accord ? Donc, on va chercher, si vous regardez sur chacune des boîtes, il y a des positions de jeu du morpion qui sont imprimées. Et donc, il y en aura une en particulier sur laquelle il y aura une croix en haut à gauche et un rond au milieu. Donc, on va chercher cette boîte, on va l'ouvrir, on va piocher une perle et en fonction de la couleur, la machine fera un coup. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à ce que la partie se termine. L'idée, c'est pour ça qu'il y a 304 boîtes, c'est parce qu'en fait, cette machine, elle peut rencontrer que 304 positions de jeu du morpion et c'est tout. Et à la fin de la partie, il y a 3 issues. Soit la machine, elle perd, soit la machine, elle gagne, et soit la machine, elle fait match nul. Et l'idée, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va partir qu'on va pouvoir parler de son apprentissage et de comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle s'améliore. Parce que si on fait que jouer, il ne se passe rien. L'idée, c'est qu'au départ, cette machine, elle joue complètement au hasard. Dans chacune des boîtes, il y a autant de perles de chaque couleur. Et ce qu'on va faire, c'est que quand la machine, elle perd, on va la punir, entre guillemets. On va lui enlever les perles qu'elle vient de jouer, de sorte à ce que si on retombe sur ses boîtes les fois d'après, il y a un petit peu moins de chances qu'elle refasse la même erreur. Si elle gagne, on va remettre les perles et en remettre d'autres de la même couleur pour que cette fois-ci, il y a un peu plus de chances qu'elle gagne. Et si elle fait match nul, eh ben, on va aussi la récompenser en lui rajoutant des perles. Pourquoi ? Parce que le morpion, c'est un jeu à stratégie de nul, donc faire nul au morpion, c'est très très bien. Et en fait, comme ça, on va changer un tout petit peu le contenu de chacune des boîtes, partie par partie. Et ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est qu'on est en train d'appliquer à la main un algorithme d'apprentissage par renforcement, qui est un des grands types d'apprentissage. Alors évidemment, ça, on pourrait le programmer et notre programme en environ 0 secondes, il aurait appris et tout irait bien. Évidemment, quand on est en train de faire des parties contre des gens à qui, à chaque fois, il faut réexpliquer le fonctionnement, ça prend beaucoup plus longtemps. Il faut savoir que pour qu'elle apprenne, il faut faire à peu près, c'est une moyenne, à peu près une centaine de parties. Donc c'est pour ça que quand on l'a fait, on a tendance à la faire dans des contextes assez particuliers. Et généralement, on sort cette machine quand on est en festival ou sur des temps assez longs. Comme ça, on peut très facilement faire plus d'une centaine de parties dans la journée. Les gens peuvent rester 15 minutes ou ils peuvent rester 1 heure s'ils ont plein de questions, s'ils veulent tout comprendre. Et ils peuvent même revenir plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien revenir pour voir si la machine s'est améliorée depuis qu'eux, ils ont joué contre elle. Puisqu'au début de la journée, on les réinitialise, donc elles sont très, très, très nulles. Et voilà, c'est une activité qui marche très bien. Les gens aiment beaucoup le fait que ce soit juste des boîtes et des billets et qu'on puisse parler d'IA. Alors, je dois quand même dire que cette idée, c'est pas moi, elle n'est pas sortie de ma tête, elle est sortie de la tête de ce monsieur qui est Donald Michie, qui est un mathématicien britannique, qui en fait a fabriqué cette machine exactement la même. Ça, c'est la photo de l'époque, au tout début des années 60. Et il a publié un article sur sa machine. Et du coup, en fait, celle-là, il y avait aussi 304 boîtes. On a juste refait exactement la même chose. Il y a d'autres personnes qui l'ont refaite, mais voilà, c'est quand même grâce à lui. Et je pense qu'il ne le savait pas, mais ce qu'il était en train de faire, c'était ce que moi j'appelle de l'informatique débranchée ou de l'informatique sans ordinateur. Ça a été, les 2 premiers exposés la matinée, c'était de la matinée, donc l'après-midi, c'était aussi de l'informatique débranchée. Alors si vous n'êtes pas familière avec ce terme, c'est vraiment l'idée juste de s'affranchir, d'enlever la machine, d'enlever les écrans pour parler de concepts d'informatique. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de faire les choses avec un écran, ça veut juste dire qu'on va présenter les choses différemment.
peut-être si vous programmez, on vous dit souvent qu'il faut commencer par écrire sur un bout de papier son idée. C'est le même principe, c'est-à-dire que si on met trop d'informations, surtout pour un public qui est assez jeune, c'est une bonne introduction, notamment pour des concepts de base comme les algorithmes. Alors je parle de moi et je dis on, mais je suis toute seule, je vais quand même vous dire où je travaille. Moi je travaille dans un endroit qui s'appelle la MMI, la Maison des mathématiques et de l'informatique, qui est située à Lyon. On est un lieu qui est dédié à la médiation des maths et de l'informatique et on accueille des classes et du grand public toute l'année. Et si je vous parle un petit peu de notre activité autour de la Miam, c'est parce qu'en fait, pendant 2 ans, on a fait 2 saisons sur l'intelligence artificielle, avec notamment une exposition qui s'appelle « Entrer dans le monde de l'IA ». Et comme on avait cette exposition, on a créé plein d'ateliers et d'outils pour aller avec, dont la Miam. Mais on a aussi fait des activités autour du jeu de Nîmes et de l'apprentissage par renforcement. Vous avez peut-être déjà vu, si vous aimez bien l'IA et le débrancher. Il faut savoir qu'en fait, c'est juste une adaptation de la Miam, qui d'ailleurs, Donald, je ne l'ai pas dit, mais il l'avait appelée Menace. Donc nous, on trouvait que Miam, c'était un peu plus mignon. Du coup, c'est l'adaptation de la Miam, mais avec un jeu plus simple. On a aussi fait un atelier sur les réseaux de neurones. Donc là encore, tout en débranché. Ça, c'était un sacré défi. C'était dans le cadre d'un projet de recherche avec l'ANR. On a aussi fait un autre atelier, je n'ai pas mis de slide, mais sur l'apprentissage supervisé plus généralement. C'est vrai que quand on essaie de faire des choses sans ordi et sans machine, c'est pas toujours facile, mais on s'en sort. Il suffit juste de prendre le temps et de réfléchir. Donc évidemment, par exemple, là, cet atelier, c'est un atelier pour les lycéens, puisqu'on va jusqu'à expliquer les grandes lignes de l'algo de rétropropagation du gradient. Et toutes ces ressources sont disponibles sur notre site. Alors, notre site, il n'est pas toujours super. Donc, je vous ai fait un petit tuto pour retrouver. Vous allez sur mmillion.fr, vous cliquez sur Pour les pros et ensuite sur Atelier de médiation et vous allez les trouver. Oui, on est informatique débranché. Mais on publie donc nos déroulés et tout ce qu'on peut partager, donc par exemple les choses qui peuvent être imprimées, les choses comme ça. Alors par exemple pour les réseaux de neurones, vous avez vu, il y a un grand tapis qui est imprimé. Alors si les gens veulent le refabriquer, vous pouvez nous écrire, on vous enverra les fichiers, mais ils n'y sont pas parce que c'est des fichiers déraisonnables pour imprimer la taille d'un appart d'étudiants. Mais le but, c'est que ces ateliers ils soient utilisés, on veut qu'ils soient partagés. Par contre, c'est vraiment des déroulés d'ateliers. Ça explique comment faire l'atelier, le discours à tenir, le matériel. Par contre, il n'y a pas de fiche technique scientifique. Donc quand même, si vous faites ça, ça ne suffit pas de juste lire le déroulé de l'atelier. Il faut se renseigner pour être capable de connaître le sujet un petit peu plus globalement que l'atelier. Alors, comme il n'y a pas vraiment le temps pour des questions, si jamais vous utilisez les ateliers, que vous avez des questions, vous pouvez juste m'écrire un mail et on pourra échanger. Ça nous fait toujours plaisir de savoir quand les gens utilisent nos ressources, de voir si vous avez vu des façons de les améliorer, des problèmes, si vous avez des choses à dire dessus, ça nous intéresse toujours. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour. Je suis chargé de projet à la Dragnon, donc Cédric Essette, et je vais vous proposer donc une petite présentation d'un outil libre et gratuit pour créer facilement un chatbot de manière relativement simple. C'est un outil qui est disponible sur la Forge des communs numériques éducatifs, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il est libre, il est sous licence MIT. Je vais commencer par une petite présentation générale de l'outil et d'abord du contexte dans lequel je l'ai développé. L'essor de l'IA a montré un certain regain d'intérêt pour les chatbots. C'est pas non plus une nouveauté. Il y avait déjà des chatbots avant l'IA qui étaient moins pertinents. Et du coup, le fait que ça revienne, finalement, ça m'a donné envie de peut-être moi aussi faire un petit chatbot. Parce que je suis par ailleurs enseignant en philosophie et j'ai constaté que les élèves, en fait, quand ils utilisent un moteur de recherche, en fait, ils posent déjà des questions en langage naturel. Ils mettent pas des mots-clés.
ils posent leurs questions. Et c'est vrai que c'est plus naturel, c'est presque plus ordinaire, plus normal de rechercher de l'information en posant une question finalement. Donc le chatbot m'a semblé être un outil intéressant de ce point de vue-là. En revanche, du point de vue institutionnel, en tant que professeur et en tant que formateur à la DRAN, le problème des hallucinations des IA pose quand même un problème majeur. On doit fournir des informations maîtrisées, des informations totalement fiables. On ne peut pas, en tant qu'enseignant, juste laisser les élèves lire des réponses dont ils ne pourront pas évaluer la validité. Si on veut faire des solutions plus contrôlées, on peut faire du RAG, ce genre de choses, mais c'est souvent plus complexe, c'est souvent payant au niveau des infrastructures de ce qu'on va faire, donc ça me posait problème également. Et puis bon, il y a une petite liste aussi de problèmes quand même que pose au minimum l'IA. Ça suppose des infrastructures qui représentent des coûts économiques. Il y a des questions juridiques importantes, notamment dans le cas de l'éducation, avec les problématiques RGPD, des questions morales, écologiques. Donc tout ça me posait un petit peu problème dans un premier temps. Alors, l'idée donc de ChatMD, c'est de proposer une solution facilement déployable par quiconque. C'est même pas réservé aux enseignants-enseignantes. Quiconque peut aller à cette adresse et faire un chatbot. L'idée, c'est de partir d'un fichier texte en Markdown, d'où le nom du logiciel, ChatMD pour Markdown. Le Markdown, rapidement, c'est un langage très simplifié avec des balises très simples. C'est même pas du HTML. Si vous voulez faire un titre, vous mettez juste une sorte de petite dièse, un espace, vous avez fait un titre. Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de créer un compte, donc pas besoin de données personnelles à ce niveau-là. Et derrière, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de base de données, le ChatMD ne récupère aucune donnée, il n'y a même pas de cookies, donc c'est totalement compatible RGPD de ce point de vue-là. Voilà un exemple. Je vous ai dit, je suis professeur de philosophie, j'ai fait un petit chatbot pour mes élèves en l'occurrence, pour expliquer un peu la dissertation en philosophie. Alors, je ne l'ai pas fait que avec un chatbot, je vous rassure. J'ai fait un vrai cours, voilà. Mais par ailleurs, ils pouvaient retrouver et poser leurs questions avec un petit chatbot. Voilà comment ça se présente. On donne un titre, comme je vous l'ai dit, avec un petit dièse, et ça fait le titre de ce côté-là. On met du texte, ça le transforme en texte. On fait des propositions de réponses possibles. On a des réponses possibles qui vont renvoyer par la suite à des réponses déjà envisagées qu'on aura marquées dans son Markdown. Donc voilà un petit peu le principe de départ. Comment ça fonctionne rapidement sans rentrer dans des détails trop techniques. C'est pas de l'IA générative, même si je vais montrer à la fin qu'on peut connecter et que c'est une des pistes de développement de ChatMD. Il n'y a pas d'IA parce que le principe de départ c'était d'éviter les hallucinations. Et donc l'idée c'est de faire une sorte de comparaison entre la question et la réponse sur un principe de décomposition du texte en petits tokens qui permet de repérer des racines de mots, de ne pas en rester juste à l'équivalent strict des mots pour avoir une recherche plus complexe. Je fais un calcul de similarité entre la question et la réponse et la distance de Levenstein, c'est pour autoriser les fautes d'orthographe. Voilà, ça permet d'enrichir un petit peu les propositions possibles. Les usages possibles sont assez nombreux. Au départ, si je l'ai développé, c'est pour une double raison. À la fois d'un point de vue institutionnel et pour les formateurs. Comme je vous ai dit, je suis chargé de projet à la DRAN. Et en tant que formateur, en tant que responsable numérique, on a souvent besoin de créer des tutoriels. On a souvent besoin de renvoyer les personnes vers les bons services. Donc on le fait par messagerie, etc. Mais c'est très utile de pouvoir disposer d'un chatbot qui va pouvoir répondre à des questions courantes, rediriger les personnes au bon endroit. Et d'autre part, je suis enseignant, donc de deuxième casquette. Et là, on peut s'en servir pour créer des petits guides méthodologiques, des petits outils de révision, ou avoir des usages un peu plus créatifs. Et là, on peut envisager une discussion avec un personnage historique, ou encore créer une sorte d'histoire dont vous êtes le héros. On a quelques exemples, donc là je vous montre très rapidement. Des exemples à la DRAN de Lyon que des collègues ont fait pour rediriger les personnes vers les bons services et savoir quoi faire. Alors on peut faire des chatbots qui sont très dirigés avec des propositions, et puis on peut faire des chatbots un peu plus ouverts où les personnes vont pouvoir poser des questions. Une collègue en SVT a fait un petit outil de révision qui permet de revoir un petit peu le programme. C'est valable pour tout niveau, on pourrait envisager au collège, voire même avec des jeunes élèves de CM2 qui passeraient au collège, de pouvoir répondre un petit peu à leurs questions. Ici, un exemple de discussion avec un personnage historique.
Le point de départ, donc, c'était cette idée que je vous ai exposée. Mais petit à petit, les collègues, eh bien, ils ont proposé tout un tas de fonctionnalités pour enrichir le chatbot. Ils avaient besoin d'ajouter des fonctionnalités que j'ai essayé d'ajouter. Comment est-ce qu'on ajoute ces fonctionnalités? Le principe, c'est de mettre un petit en-tête là-haut. Ça s'appelle un en-tête YAML avec des sortes de propriétés valeurs. Par exemple, ici, c'est un petit chatbot sur Louis XIV. Et donc, on lui met un petit avatar. C'est tout simplement la tête de Louis XIV. Bon, on va lui dire que ça va avoir une petite forme de cercle parce que c'est plus joli. Et pour améliorer l'algorithme, on va rechercher dans le contenu également la proximité avec, entre questions et réponses. Donc voilà un petit peu le principe. Et petit à petit, donc, ChatMD s'est enrichi de plusieurs fonctionnalités. La première, c'est une personnalisation de l'apparence, avec tout un tas de possibilités pour finalement s'adapter aux envies de chacun. On peut détecter les gros mots, les insultes, puisque les élèves évidemment s'amusent assez vite à insulter le chatbot. Donc le chatbot répond aimablement. Et il y a des contenus particuliers qui peuvent être envisagés. Bon, les profs de maths auront besoin de formules mathématiques. On peut faire des petits sons qui se déclenchent, intégrer des exercices en iframe. Voilà, c'est tout à fait possible. Si on a des projets plus importants, finalement, avoir juste un seul fichier, c'est un peu compliqué. On a peut-être parfois besoin de variables pour répéter du contenu. Voilà le genre de choses. On peut aussi non seulement répondre à l'utilisateur, mais aussi poser des questions et vérifier la réponse, ce qui permet une interactivité un peu plus importante. Il était important aussi d'introduire de l'aléatoire pour le rendre un peu plus agréable dans l'interaction. Et enfin, on peut, de manière un peu plus complexe, utiliser des variables dynamiques pour enregistrer un petit peu l'état de la conversation et répondre en fonction de ce qui a été répondu un petit peu plus haut. Donc ça permet de s'adapter à l'utilisateur, de lui poser des questions et en fonction de ça, d'adapter les réponses de manière un peu plus précise. Le dernier point, c'est l'utilisation d'une IA générative. On peut connecter le chatbot à une IA générative. L'idée, c'était de le faire soit sur Internet ou en local. Donc évidemment, on est en grosse attente de solutions comme celles qui ont été présentées pour pouvoir le faire de manière compatible RGPD. Là, pour le moment, c'est un peu expérimental. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et on peut également faire une sorte de RAG. C'est moins complexe que le RAG qui se fait d'ordinaire. Au lieu d'avoir une vectorisation du texte, on fait simplement, finalement, on utilise le document en le décomposant avec l'algorithme que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais ça peut déjà fonctionner de manière assez efficace. Le dernier point, c'est qu'on peut éventuellement, mais ça ne s'affiche pas, tant pis, utiliser, pourquoi pas, une IA pour s'aider à produire le chatbot et lui apprendre la syntaxe, ce qui fait qu'on peut ensuite se passer éventuellement de l'IA et l'utiliser seulement lors de la production. Voilà ce petit outil.